Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, 6 citoyens, citoyennes connectés depuis les 4 coins du pays jusqu'en Outre-mer, 3 sénateurs et sénatrices élus de divers territoires ici sur ce plateau, tous venus échanger autour de cette nouvelle génération qui se révolte et qui nous bouscule. Une jeunesse souvent très diplômée qui veut changer les codes, une jeunesse en rupture avec les chemins que certains ont voulu tracer pour elle, à l'image d'ailleurs des étudiants démissionnaires de l'école AgroParisTech dont le discours a marqué les esprits. Écologie, consommation, éducation, le modèle qu'on leur propose depuis des décennies ne leur va plus. Ils ont un autre rapport à la planète, un autre rapport au travail, à la collectivité et ils veulent des vies conformes à ces valeurs. Pour changer le monde, faut-il forcément changer le système, renverser la table? Certains le pensent, ils nous diront comment et pourquoi. Ils sont avec nous à distance. Nous leur donnons la parole aujourd'hui. Et à vous qui nous regardez, #Dialogue Citoyen sur Twitter. Je vous présente d'abord les élus de la Haute Assemblée qui ont accepté l'échange avec eux. Chantal Decenne, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR d'Eure-et-Loir. Mélanie Vogel, bienvenue à vous aussi. Vous êtes sénatrice écologiste représentant les Français établis hors de France. Jean Ingray est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur Union centriste des Vosges. Et voici maintenant les citoyens qui ont accepté de témoigner et d'échanger avec vous dans cette première partie. Cyril Cassagno, bienvenue. Vous avez 26 ans, vous avez fait une école d'ingénieur à Toulouse, puis Sciences Po Paris. Vous auriez pu commencer à travailler dans le secteur privé, mais non, vous avez bifurqué vers une formation qui vous destine à une carrière dans le public. Aujourd'hui, vous êtes à Strasbourg, à l'INET, Institut national des études territoriales. Vous gagnerez moins d'argent, mais vous serez en phase avec vos valeurs. Jérémy Désir, bienvenue à vous. Vous avez 28 ans, vous êtes diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne. Vous avez ensuite intégré une prestigieuse école à Londres. Vous étiez promis à une carrière dans le monde de la finance et du trading. Mais vous avez eu un déclic, notamment en découvrant un rapport du GIEC. L'urgence écologique est devenue pour vous une absolue priorité. Et aujourd'hui, vous faites de la permaculture en Martinique. Aurélie Moy, vous avez 27 ans. Bienvenue. Vous êtes diplômée de Polytechnique. Vous avez eu plusieurs déclics, vous, pendant votre parcours. Et vous dites que ça vous a permis de déconstruire beaucoup d'idées reçues et même de questionner ce que vous appelez vos schémas mentaux. Aujourd'hui, vous vivez dans la Drôme et vous êtes à la tête d'une agence qui sensibilise les entreprises à l'écologie et aux limites planétaires. On va vous laisser présenter en images le lieu où vous résidez et on parle avec vous juste après. Ici, c'est le coin des cocottes. Je m'appelle Aurélie, j'ai 27 ans, j'ai une formation d'ingénieur environnemental de l'école Polytechnique et depuis quelques mois, je vis dans la Drôme, un peu à la campagne, au Château Pergaud, sur un lieu de vie collectif. Ici, c'est l'endroit où on fait en général les réunions habitants, une fois par semaine, pour prendre toutes les décisions qu'on a à prendre collectivement, traiter un peu tous les sujets opérationnels en cours et les décisions, les sujets un peu plus de fond. On essaye de vivre en accord avec nos valeurs, avec plus d'autonomie, de résilience et plus de liens humains dans le partage pour sortir un peu de l'individualisme de nos sociétés aujourd'hui. Et Aurélie Moy, on vous retrouve en direct. Merci beaucoup pour ces images. En voyant votre mode de vie aujourd'hui, on se dit qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis Polytechnique. Qu'est-ce qui vous a fait changer de chemin comme ça? Expliquez-nous un peu. Je dirais avant tout la prise de conscience de la situation écologique du monde et de la gravité de la situation dans laquelle on était, et puis de voir aussi les courbes préconisées par la communauté scientifique, notamment les rapporteurs du GIEC, pour rester dans un monde vivable et limiter le dérèglement climatique à moins de 1,5 ou 2 degrés, avec ces courbes radicales et cette nécessité d'inverser radicalement et rapidement la courbe des émissions qui ne peut se faire que par des changements radicaux à la fois dans nos manières de vivre, dans nos manières de faire société, dans nos manières de travailler. Et aussi, après avoir travaillé 1 an à Paris, j'étais plus heureuse dans cette ville-là. J'aspirais à autre chose et à plus d'indépendance et de choix d'indépendance dans mes choix personnels et professionnels. Alors sur le fond, on comprend bien évidemment le choix, mais la méthode, qu'est-ce qui fait que à Polytechnique, vous considériez que vous n'aviez pas suffisamment d'informations ou une formation adaptée à ce que vous souhaitiez faire? Qu'est-ce qui vous a fait pourquoi ça n'a pas suffi? C'était pas assez radical?
Polytechnique, non, les cours en tout cas, enfin moi j'y étais il y a un moment, ça a peut-être, légèrement changé depuis, mais on a des cours qui sont, très théoriques. On va parler du climat, on va faire des équations qui font parfois 3 lignes de long, mais sans vraiment comprendre, ce que ça implique, dans la vie, concrètement pour nous, les humains, pour, l'ensemble de l'humanité et c'est plus, en sortant d'école, de par, des lectures, des rencontres, des événements, à côtoyer des milieux militants écolos que j'ai vraiment pris conscience. En fait, la claque, elle est venue après l'école et j'ai même ressenti pendant un moment un peu de colère contre mon école, de me dire mais comment ça se fait que je réalise ça seulement maintenant, que j'ai dû faire ce cheminement moi toute seule, qui est très énergivore, qui est très difficile. Je crois qu'il y a eu aussi un tournant dans ce parcours, notamment une dernière année en Australie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça a fait basculer chez vous? En Australie, donc je prenais l'avion encore à cette époque-là et j'ai vécu une année, très, multiculturelle, quoi. J'ai côtoyé, des gens, je vivais dans une maison, on était déjà 20 dans la maison, j'étais la seule européenne. Du coup, je me suis fait des amis, de Fidji, Hong Kong, Paraguay, enfin très, très ouverts culturellement et je pense que ça m'a pas mal ouvert l'esprit. J'ai pris conscience que le monde dans lequel je vivais, qui était fait de normes, en fait, les normes, c'était des choix qui étaient faits par certains, mais que c'était pas forcément une vérité et c'était des choses qu'on pouvait déconstruire et qu'on pouvait faire autrement. Et je pense que ça m'a pas mal aidé dans mon ouverture d'esprit et le début des remises en question que j'ai commencé à faire sur les sujets écologiques. Et puis après, comme tout ça, c'est systémique aussi. Voilà, le reste des sujets sociaux, écologiques qui sont Et dans notre pourquoi, société. Aurélie, moi, pourquoi ne pas avoir utilisé votre formation pour changer les choses de l'intérieur, j'allais dire rester dans le système avec le savoir que vous aviez et puis faire évoluer les choses à l'intérieur du système? Je pense que de toute façon, ma formation, je l'utilise d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui. Ça m'a permis d'avoir la compréhension quand même un peu, systémique, en tout cas des limites planétaires, les différentes interconnexions Mm. entre les grands enjeux environnementaux et cetera. Je pense que ça m'est quand même utile d'une manière ou d'une autre. Après, moi j'étais pas heureuse à Paris, enfin j'ai fait quelques stages dans des grandes entreprises et d'un point de vue, cadre, humain, ça me convenait pas. J'aspirais à plus de soins apportés dans la qualité des relations humaines, plus d'équilibre aussi entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et je pense pas que, enfin, j'avais déjà dit non aux grandes entreprises depuis un moment. Après, j'ai travaillé pendant un an dans une entreprise de taille moyenne, une entreprise sociale qui opère des projets de reforestation. Donc, c'était déjà un petit peu mieux. Mais en fait, la vie à Paris, à la fois ce cadre de vie me convenait pas et j'aspirais à faire les choses par moi-même aussi parce que c'est comme ça que je trouve mon alignement, que je m'assure en portant moi-même mes propres projets, que je m'assure d'être parfaitement alignée entre ce en quoi je crois et ce que je fais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus de la Haute Assemblée qui sont présents ici? Quelle est votre question aux sénateurs et sénatrices qui ont accepté l'échange aujourd'hui? Moi, la question que je voulais poser, c'est, je pense que dans la remise, en question, notamment par rapport au sujet écologique, j'accorde une grande, grande, importance, au sujet des émotions et je pense que les émotions peuvent être un puissant vecteur à l'action quand on se rend compte de ce qui nous fait souffrir dans l'état du monde aujourd'hui et du coup, la question que je voulais poser, c'est pas politique, mais vraiment très personnelle, individuellement. Est-ce que, vous ressentez, de la peur, de l'anxiété, de la tristesse, de la colère par rapport à l'état du monde, à la fois d'un point de vue écologique, social. Alors, Chantal de Seine, est-ce que vous avez envie de répondre d'abord? Les émotions, de la tristesse, de la colère, vous aussi? Alors, de la colère, non, peut-être un petit peu de tristesse, parce qu'il me semble qu'on a perdu un certain nombre de fondamentaux. On est passé d'une société rurale à une société industrielle qui a oublié un petit peu ses bonnes pratiques. Alors moi, en retour, je pourrais développer si vous le souhaitez, mais en retour, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous enfermer un petit peu dans une bulle? Je respecte votre mode de vie. Je trouve ça formidable. Vous mettez en adéquation votre mode de vie et votre réflexion, c'est parfait. Mais est-ce que vous ne seriez pas plus utile dans la société? Parce que là, d'une certaine manière, vous vivez entre vous, retranchés.
Alors, vous mettez en œuvre vos principes, et c'est très bien, mais est-ce que vous ne pourriez pas avoir un apport supplémentaire pour la société? Alors Aurélie, moi je vous laisse répondre et ensuite je laisse parler évidemment les deux autres élus de la Haute Assemblée ici présents. Non, l'image de vivre retranché, je pense pas qu'elle soit à l'image de ce qu'on vit ici. C'est un lieu qui est très ouvert où on accueille beaucoup de monde et notamment à la fin de l'été, on accueille les rencontres d'été d'X Urgence écologique, qui est un collectif d'alumni de l'école polytechnique sensible et engagé par rapport à la question écologique. Pour voilà, vivre des moments ensemble, nouer nos liens et voir comment on peut activer les différents chantiers qu'on opère dans le cadre de ce collectif. Et je pense que c'est aussi la notion l'idée d'ouvrir à d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre, travailler sur les imaginaires, montrer qu'il y a d'autres voies qu'on peut emprunter, quitte à aller un peu dans la radicalité. Moi, je trouve que la radicalité, c'est quelque chose de très positif. Il y a la notion de prendre les choses à la racine et c'est vraiment quelque chose que je vois d'un bon œil et que la radicalité comme ça peut emmener aussi toute la masse à se déplacer doucement vers une plus grande conscience de ces enjeux-là. Donc, j'ai pas l'impression de vivre retranché et je pense que ce chantier aussi de cultiver les imaginaires et inspirer à d'autres manières de faire est aussi essentiel. Mélanie Vogel, que vous inspire le cas de cette citoyenne qui a plutôt choisi d'être hors circuit? Est-ce que ce ne sont pas aussi des profils très formés, très diplômés qui vont manquer au circuit classique? Alors justement, je pense que peut-être c'est les circuits classiques qu'il faut remettre en question. Et j'ai pas l'impression qu'elles vivent retranchées en dehors du monde. Elle l'a dit elle-même, ils font des choses qui sont tout à fait connectées. C'est juste qu'ils font des choses différentes de ce qui était le plan initial. Mais je voulais répondre à ces questions parce qu'elle a demandé quelles émotions vous avez vis-à-vis de la crise climatique. Moi, je ne sais pas si je suis en colère, mais en tout cas, je suis extrêmement inquiète. C'est pour ça que je me suis engagée chez les écologistes. Sinon, j'aurais fait autre chose dans ma vie. Je veux dire, s'engager en politique chez les écologistes, c'est épuisant, fatigant. On a l'impression de se battre contre des montagnes. Donc, quand on le fait, c'est parce qu'on est vraiment inquiet. Et qu'on espère que ce sera utile. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas des citoyens et citoyennes qu'on va entendre aujourd'hui qui n'ont pas choisi le circuit de la politique, justement. Oui, je sais, mais en fait, vous savez, il n'y a pas dans la vie les politiques et la société comme deux choses séparées. On fait partie de la société et c'est aussi les gens qui ne sont pas dans les institutions qui nous poussent à agir. Ça n'existe pas, en fait, des batailles politiques qui sont remportées hors sol. Et moi, je ne crois pas que ces gens-là ne font pas de la politique. Ils ne font pas de la politique partisane, ils ne sont pas dans des partis. Ils ont aujourd'hui, peut-être que ça changera, pas l'intention d'être élus, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la politique. Ils font de la politique. Ils ont un impact sur la chose publique. C'est le sens même de faire de la politique. Jean Ingray, que vous inspire un cas comme celui d'Aurélie Moi? Effectivement, je parlais de jeunes très formés, très diplômés, très informés aussi, mais qui ont décidé de vivre autrement et un peu de renverser la table. C'est un peu ça le message aussi. Oui, mais je comprends tout à fait. Moi, dans mon département, j'ai soutenu un projet comme celui-ci. Nous avons fait l'inauguration il y a un peu plus de 10 jours. Avec un jeune qui est à votre profil, Antoine Dervaux, qui a créé un lab rural dans une petite commune au Girmont-Val d'Ajol, près de ma commune, Remiremont, où il y a tout un mélange de savoir-faire, de savoir-être au service de la ruralité, de la forêt, avec des échanges avec l'université. Mais vous ne le vivez pas comme un échec en vous disant alors ces jeunes ont choisi complètement autre chose que ce que je fais moi? Non, je ne le vis pas comme un échec, bien au contraire. C'est un message aux politiques, c'est que vous n'allez pas assez vite, on les a soutenus avec, par exemple, Michel Fournier, le président des maires ruraux de mon département et du niveau national. On les a soutenus justement dans ce projet. Parce que quand on a des projets comme celui-ci de revitalisation d'un petit village, avec des projets bien spécifiques pour, entre guillemets, informer, former des jeunes, des gens qui ont envie de venir, repeupler des villages. Moi, je trouve ça magnifique. Retravailler la forêt, retravailler le bois, faire un amphithéâtre dans une nature. Moi, je trouve ça génial. Et ce message, Aurélie, en tout cas, que vous nous donnez aujourd'hui, c'est aussi, je pense, un message d'espoir. Parce que vous nous demandez quels sont nos sentiments, quelles sont nos émotions. Ça peut varier de la tristesse, la colère. On peut avoir plein de sortes d'émotions quand on voit l'état de la nature. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, j'ai envie de dire,
j'ai envie de vous dire, Aurélie, mais comme j'ai envie de dire aux prochains intervenants, engagez-vous non seulement à votre niveau, à ce que vos projets, ce que vous allez nous dire, ce que vous allez nous montrer, mais engagez-vous aussi, pourquoi pas en politique, au niveau de la vie de votre commune, de votre département, pour faire bouger les lignes tous ensemble. Justement, est-ce que Cyril Cassagno va aussi nous donner de l'espoir? Je m'adresse à vous. Beaucoup d'interrogations aussi pendant vos études, qui sont toujours en cours, je le précise. Vous avez choisi de donner du sens à votre travail plutôt que de chercher des gros salaires. Et donc, le service public plutôt que le secteur privé. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Alors, mon parcours, il a été guidé par un questionnement qui continue, et je ne sais pas si j'aurai vraiment la réponse un jour, et une ligne directrice. La question que de nombreux étudiants se posent, comme en témoignent les prises de parole lors des remises de diplôme à AgroParisTech, à HEC, et là, tout récemment, à Polytechnique, c'est celle de l'engagement dans la vie professionnelle et celle de la responsabilité. Les questions, c'est dans quelle organisation travailler pour être utile à la société, quel métier exercer pour avoir le maximum d'impact au regard de l'urgence environnementale et comment mettre à profit l'ensemble des compétences que l'on a développées dans l'enseignement public à profit de tous les citoyens. Pour ma part, j'ai choisi de rejoindre la fonction publique territoriale pour répondre à ma volonté de sens et d'engagement en transformant les territoires. Mais cette décision, elle est arrivée en fin de mon parcours académique. Et donc, en attendant, j'avais défini une ligne directrice qui était celle de me former et d'agir sans attendre, me former pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux que nous traversons et agir en continu sans attendre d'avoir un métier ou un poste à responsabilité au sein d'associations, notamment environnementales. En 2018, et maintenant ça fait 3 ans, que je suis membre du collectif pour un réveil écologique et nous interpellons les dirigeants politiques, économiques pour accélérer la transition écologique. Tout récemment, nous avons par exemple publié un rapport pour renforcer l'exemplarité de l'action publique en préconisant 27 mesures pour aller plus loin et plus vite, parce que les acteurs publics ont un rôle central à jouer. Cyril Cassagno, ce que je comprends, en revanche, contrairement à Aurélie Moi, c'est que vous avez décidé d'opérer un changement, mais à l'intérieur du système. C'est bien ce que je comprends. Vous y croyez? C'est un faux débat de se concentrer sur être dans le système ou en dehors du système. Parce que dans tous les cas, on est à l'intérieur du système Terre. Et la question, selon moi, c'est comment est-ce qu'on réussit à associer les différents types d'engagement, comment on catalyse les énergies et les initiatives. Et je crois que les acteurs publics, l'État et les collectivités territoriales peuvent jouer ce rôle de facilitation et de catalyseur sur les territoires. Et pour être très concrète, est-ce que vous savez quel aurait été votre salaire si vous étiez resté dans le secteur privé et quel va être votre salaire dans le public? Est-ce que vous avez une idée de l'écart? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que vous y pensez? Alors, je pense qu'avec un diplôme d'ingénieur et un diplôme de Sciences Po Paris, il aurait été il aurait été probable que je touche plus de 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois si j'en avais voulu. Mais pour moi, ça n'a pas de sens sur une planète où les inégalités explosent et où la cohésion et la stabilité de la société sont menacées par les catastrophes environnementales qui sont déjà présentes et qui vont s'intensifier en fréquence et en intensité dans les années à venir. Chantal Dessen, c'est très intéressant d'entendre cette génération dans une époque et dans une société où on a quand même plutôt toujours poussé les gens à gagner de l'argent, à être plutôt dans la consommation. On entend ce jeune homme qui nous dit « bah non, moi c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est le sens au travail ». C'est incroyable d'entendre ça. C'est incroyable, mais c'est quelque chose que j'entends parfaitement, parce qu'en fait, vous êtes la génération du vivre ensemble et alors, on le voit d'ailleurs sur des travaux participatifs, vous partagez, vous faites du coworking, vous faites du covoiturage, vous donnez une deuxième vie à tout un tas d'objets du quotidien. Comment ça s'accompagne? Vous qui êtes élu, comment vous pouvez accompagner cette jeunesse qui semble chercher autre chose, un autre chemin? Est-ce que ça peut s'accompagner par la loi et par votre travail à vous de législateur? Est-ce que ça peut s'accompagner par la loi? Oui, sûrement, mais c'est par des mesures et des normes, et c'est pas forcément la façon la plus intéressante. Moi, ce que j'admire chez vous, c'est en fait votre cohérence entre votre modèle de vie,
votre souhait de société, mais que vous mettez en œuvre aussi en renonçant éventuellement à des emplois prestigieux pour vous consacrer à la fonction publique. Voilà, vous avez mis en adéquation vos envies de vie, vos souhaits pour l'environnement et votre quotidien. Donc ça, je trouve ça assez remarquable et je ne peux que vous féliciter pour ce positionnement. Mais quelle drôle d'image quand même du secteur privé, non? C'est-à-dire, c'est comme si dans l'entreprise, dans le privé, finalement, il n'y avait pas de sens. Vous êtes d'accord avec ça, Mélanie Vogel? Ouais, je voudrais juste revenir sur... Parce que vous avez posé la question, est-ce qu'on peut accompagner? Ouais. Évidemment, enfin, je veux dire, c'est quand même notre modèle économique accompagné par des régulations qui a conduit au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et effectivement, on est passé au 19e siècle, on croyait qu'il fallait produire de plus en plus pour gagner de plus en plus, et que comme ça, on allait aussi pouvoir partager de plus en plus parce qu'on aurait un gâteau de plus en plus grand, et plus il serait grand, plus quand on partagerait, les parts seraient grandes. On se rend compte qu'il y a juste un problème avec ça, c'est qu'en fait, le gâteau peut pas grandir infiniment, et que comme on habite sur une planète finie, à un moment donné, gagner beaucoup d'argent sur une planète morte, vous êtes quand même un peu embêté. Moi, je pense que c'est pas seulement que nous, on peut l'accompagner, mais on peut décider de changer de modèle. On peut décider d'investir plutôt dans les services publics que dans des niches fiscales. C'est un choix politique. Le fait que nos services publics soient tellement dévalorisés, que les personnes qui font les métiers les plus utiles, les plus essentiels, je pense à l'hôpital public, à l'école, soient si mal payées, quand on exonère fiscalement des entreprises qui, au contraire, participent à la destruction de la nature, en fait, c'est nous qui décidons tout ça. Donc ça peut s'accompagner par la loi et par vous, non seulement s'accompagner, mais on a la capacité, chacun, bien sûr, à notre niveau. Vous êtes prêt à accompagner cette jeunesse qui est en train de bousculer les codes, là? Oui, Cyril, je pense qu'il le disait, vous le disiez, cher Cyril, à l'instant, je pense que le service public, c'est des valeurs de proximité, d'aide à la personne. Moi, j'ai fait droit public, management public, donc je comprends tout à fait ce discours. Et puis quand on est collaborateur, chef de service, responsable d'une entité publique, on a le pouvoir d'influence, me disait mon premier patron d'une collectivité territoriale à Nancy, Vincent Grosse, me disait on a le dessous des cartes, on peut influencer les choix politiques et c'est important d'avoir des cadres dans la fonction publique et des employés dans la fonction publique formés et qui vont aussi orienter les décisions des élus, notamment vers tout ce qui est durabilité. Jérémy Désir, je crois que vous n'attendez pas grand-chose du politique, mais avant de vous donner la parole vraiment, on va voir à quoi ressemblent vos journées en Martinique, vous qui êtes donc passé de la finance à la permaculture. On a mis en pratique les nœuds de cabestan, les brelages, tout ça. Vas-y, réessaye de t'asseoir pour qu'on voit avec un autre angle. Ouais, aïe 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 aïe. Je m'appelle Jérémy, je vis actuellement dans une jungle tropicale en Martinique sans eau courante ni électricité pour essayer de vivre en autonomie. On va mettre tes plants au milieu. Ok. Ok. Et voilà donc là aussi un changement de vie radical, Jérémy. Comment on passe de la city à des champs de permaculture en Martinique? Que s'est-il passé? Alors, merci beaucoup pour l'invitation et la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, après des études d'ingénieur et on va dire une carrière un petit peu idéale par rapport au cadre fixé par notre société, j'ai un peu essayé de changer les choses de l'intérieur pour reprendre un petit peu la formule d'une cerise. Donc moi, dans l'occurrence, c'était dans le secteur de la finance et je connaissais rien à l'écologie. Donc là aussi, je rejoins un peu Aurélie sur le fait que nos formations sont complètement à côté de la plaque dans les formations d'ingénieurs et les formations assez prestigieuses en général. Je me suis un peu auto-formé à l'écologie à partir de 2018, quand je suis rentré justement à HSBC à Londres. Et en fait, j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. J'ai essayé de faire remarquer à mon employeur les contradictions assez profondes entre la volonté de croissance perpétuelle d'HSBC et leur volonté en même temps d'avoir une planète habitable. Et suite à ça, voilà, et aussi au fait que leur politique climatique, leur politique écologique que j'ai décortiquée minutieusement était là aussi complètement inconséquente par rapport à l'ampleur des enjeux. Mes employeurs sont un peu ri ou un peu minimisé ou un peu ridiculisé en fait ces alarmes en me disant je suis pas fait pour la finance, je suis pas fait pour le trading.
autant aller voir du côté du Centre de développement durable de la banque. Et voilà, alors même que je venais de décortiquer des rapports du Centre de développement durable de la banque pour dire qu'il ne consistait qu'en des produits financiers marketing, en fait. Il n'y avait aucun suivi, aucune obligation légale, aucune obligation de résultat, en fait, sur ces produits financiers labellisés verts. Et voilà, et donc pour aussi répondre sur ma désillusion par rapport au corps politique, la conscience que les législateurs et même les superviseurs donc des instances bancaires sont complètement impuissantes. D'après moi, c'est une impuissance qui est programmée. Ils pourraient faire quelque chose pour voilà, contrecarrer les projets des institutions bancaires et des multinationales en général. Mais voilà, il y a une impuissance qui est programmée du régulateur qui fait que les banques s'autorégulent, les multinationales s'autorégulent, font ce qu'elles veulent et continuent d'amasser du profit le plus longtemps possible. Alors, peut-être que déjà, je vais faire réagir nos élus sur cette expression d'impuissance programmée. Peut-être avez-vous envie de réagir à ce que dit Jérémy Désir? Est-ce que tout est programmé pour que finalement, on n'améliore pas les conditions de vie sur cette planète, Mélanie Vogel? Alors, programmer, moi je parle d'une position où, en tout cas au Sénat, en France, en tant qu'écologiste, on est très minoritaire. Donc, bon, voilà, on est 12 sur 348, c'est pas beaucoup. Mais je dirais pas programmer dans le sens où il y a personne, même chez mes adversaires politiques, qui, je considère, sont pas écologistes et adoptent des lois qui ne nous permettent pas d'améliorer la situation, voire participent à l'empirer. Personne ne dit, moi, je programme de détruire la planète. Évidemment, personne ne fait ça et j'accuse personne de faire ça consciemment. Mais il y a deux forces extrêmement puissantes dans, je pense, la nature humaine qu'il faut combattre. Le déni, qui est quelque chose d'une puissance extraordinaire. Moi, on me demande souvent, il y a des citoyens qui viennent me voir, qui me disent, mais vous savez, pourquoi on a la Convention citoyenne sur le climat, qui nous a donné 149 mesures. On a une loi climat qui ne reprend même pas 10% de ces mesures-là et qui n'est même pas appliquée à 10%. Donc on a 99% de ce que nous ont demandé les citoyens qu'on ne fait pas. On pourrait le faire. Pourquoi? Et je pense que l'explication première, c'est le déni, c'est-à-dire on est dans des cadres de pensée qui sont c'est difficile. Un optimisme un peu niais, on ne veut pas voir ce qui nous connaît. On sait, on va mais dans le mur, quelque mais part, on ne se rend pas compte. Voilà, parce que toutes les informations sont là. Enfin, je veux dire, le rapport du GIEC, c'est pas le résumé pour décideurs. Vous le lisez, c'est pas très long. Voilà. L'autre chose, c'est la paresse. Le déni et la paresse sont les deux moteurs de l'inaction. Et cette inaction, malheureusement, là, est extrêmement grave. Et ce sont des... Voilà, et il faut les combattre. Mais je ne dirais pas que c'est programmé. Par contre, c'est tout à fait modifiable. C'est-à-dire, en fait, c'est comme dans Don't Look Up, vous savez, le film avec la comète qui arrive. Ben, là, en fait, il n'y a pas de comète. Hein. C'est nous, la comète. Et en fait, il n'y a rien d'autre que nous qui décidons de la vie qu'on a sur Terre. Il n'y a que nous. Et en fait, on peut tout à fait décider d'en avoir une autre. Et vous, Jérémy Désir, vous agissez, hein, vous appelez à démanteler les grandes écoles, les multinationales, voire certains États. Vous appelez même à une forme de désertion, je crois. Hein. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Madame la sénatrice, je ne pense pas qu'il y ait que le déni et la paresse. Ce serait assez dangereux de résumer l'inaction des dirigeants, de ceux qui ont le choix, des cadres dirigeants aussi, hein, dirigeants à la fois gouvernementaux publics et dirigeants dans le privé, à déni à paresse. Il y a aussi du cynisme et de la psychopathie. Je connais, que ce soit mon boss personnel qui était dans le cynisme, dans tous les cas, c'est foutu. Dans mon pays d'origine, il n'y aura pas de montée des eaux. Dans le tien, peut-être en Martinique, il y en aura et des sécheresses, mais voilà, moi je serai bien. Ou même encore que j'ai en trading qui me confie que leurs supérieurs font tout pour parier sur l'effondrement. Essayent de parier sur certaines matières premières qui vont se raréfier ou voilà, sur des produits financiers qui pourraient produire de l'argent en cas d'effondrement systémique. Donc je pense que vraiment c'est très dangereux de limiter les dangers d'une certaine nature humaine qui est curieusement propre à certains cadres de la société. À de simples, un peu comme le monsieur tout le monde en fait. Ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'informations, qui ont beaucoup plus de pouvoir et qui ont justement un levier beaucoup plus important. Et donc il ne faut absolument pas, je pense, minimiser la nuisance et la conscience de la nuisance
des personnes qui sont aujourd'hui aux manettes et qui sortent des écoles que j'ai pu fréquenter. Jean Ingray, on entend dans le discours de Jérémy Désir un écœurement, une révolte contre une forme de cynisme qui est réel ou pas, qui vous semble réel. Vous le voyez, vous aussi, vous le sentez? J'ai presque envie de dire le cynisme, c'est notre quotidien. La dernière personne qui a dit que son ennemi était la finance, on a vu les résultats. En tout cas, avec le président Hollande, je peux comprendre une certaine forme d'écœurement, mais de là rejeter la totalité du système à laquelle vous avez appartenu, moi je trouve ça un peu fort, mais bon, ce n'est que mon avis par rapport à... Oui, mais c'est peut-être à la hauteur de la déception, de l'écœurement. Il a essayé, il a tenté, même de l'intérieur, on lui a rayonné. Non, mais je peux comprendre tout à fait, même au niveau de la formation, on voit qu'il y a aussi un problème de formation depuis le début de cette émission, où finalement, que ce soit les grandes écoles, les universités sont parfois en décalage avec les envies des étudiants en termes de formation sur le développement durable, les savoir-être aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Vous fondez une partie des programmes. Moi, j'ai donné quelques cours à l'université. Les élèves, les étudiants ne savaient même pas se présenter et vendre, entre guillemets, leurs projets. Donc déjà, faire des formations de prise de parole en public, des formations aussi sur le développement durable. Je vous parlais du Lab tout à l'heure, qui est à quelques kilomètres des universités en Lorraine. Emmener les étudiants à voir autre chose que ce qui peut se faire au sein d'un campus. Avoir aussi, pourquoi pas... C'est vraiment le cœur du sujet de l'émission. Là, oui. On entend que la formation, ça ne va pas. Elle n'est pas en adéquation avec les attentes de cette jeunesse. Chantal Decenne, que vous inspire cet appel même à la désertion des grandes écoles qui ne semble plus être à la hauteur, en tout cas des attentes des citoyens qu'on entend aujourd'hui et qui n'est pas un petit phénomène, qui est réel. Oui. Je comprends, enfin j'entends votre discours, par contre je pense qu'il est un petit peu excessif et que vous exprimez avec radicalité. Je voulais revenir sur le point précédent en disant qu'il n'y a pas de volonté délibérée de fermer les yeux, mais que c'est un processus qui est long, qui se fait dans le temps. L'alerte est lancée. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec Mélanie Vogel quand elle dit on a une loi climat qui n'applique pas à peine 10% des propositions de la Convention citoyenne. Mais il faut rappeler quand même aussi qui est cette convention citoyenne, de qui est composée de cette convention citoyenne. On a parlé d'un tirage au sort. En fait, c'est loin d'être un tirage au sort. C'était quand même très orienté. Alors moi, je ne suis pas hostile du tout à la convention citoyenne, ou en tout cas à ses préconisations. Mais c'est un tel changement de paradigme et de société que ça ne s'opère pas comme ça, même si on en avait le souhait, ça ne s'opère pas comme ça du jour au lendemain. Et vous, Jérémy, de votre côté, de là où vous êtes, vous avez vraiment l'impression de lutter efficacement contre le changement climatique? Vous vous sentez plus efficace de là où vous êtes que dans des écoles à écouter, entendre l'enseignement et peut-être ensuite changer les choses? Juste pour conclure, alors oui, je pense que je lutte plus efficacement de là où je suis, étant donné que j'apprends à me réapproprier mes moyens de production. Je ne dépends plus de l'État ou du capitalisme pour être capable de me nourrir, de me loger. En tout cas, c'est vers ça que je tends. Et je pense que les gens ont été dépossédés de ce pouvoir-là, ce qui fait qu'ils sont en permanence dépendance vitale d'un système qui exploite les gens et qui bousille la planète. Donc il faut, une des premières choses à faire pour essayer de résister contre le changement climatique ou les horreurs écologiques, c'est de se réapproprier ces conditions d'existence. Il n'y a pas si longtemps que ça, nos aïeux arrivaient à le faire. Et donc voilà, je pense que ce n'est pas du tout inconscient et excessif et radical. C'est plutôt le constat écologique qu'aujourd'hui qui est pour moi alarmant, excessif et radical. Un tout petit mot pour conclure, Mélanie Vogel, vous vouliez réagir? Oui, non, c'était juste pour revenir à la question du cynisme, etc. Je partage totalement, je parlais le déni et la paresse. Comme en fait la plupart des personnes dans la société et des élus n'ont pas la capacité du cynisme dont parlait Jérémy, dont il a tout à fait raison. Il y a des chefs d'entreprise, je pense par exemple à l'industrie du tabac, qui font des calculs pour expliquer que en fait c'est mieux si les gens meurent plus tôt parce que comme ça la retraite, ça peut... Enfin voilà, ça existe. Mais ce qui a empêché pendant des siècles qu'en fait on réoriente un modèle qu'on a commencé il y a 2 siècles, c'est un aveuglement. Et cet aveuglement, il est en train de se briser. Et c'est notamment grâce à eux, j'espère, qu'on va pouvoir... Et en fait, vous disiez, ça prend du temps et tout ça, mais on n'a pas beaucoup de temps, là. On a quand même 3 ans. Alors, grâce à eux et grâce aux 3 prochaines citoyennes qu'on va entendre. Merci en tout cas à tous les 3 de vous être livrés comme vous l'avez fait dans cette première partie de Dialogue Citoyen. Merci pour ces échanges nourris. On va continuer donc la discussion avec nos 3 prochaines invitées. L'écologie toujours
toujours, mais aussi la consommation, la famille, la politique. Cette génération qui refuse le système établi se fait de plus en plus entendre et nous lui donnons la parole aujourd'hui. Ils sont donc avec vous pour échanger, mesdemoiselles Chantal Dessène, Mélanie Vogel et Jean Ingret. Et je vous présente donc les citoyennes de notre deuxième partie. Victoria Guillaumont, bienvenue. Vous avez 23 ans, vous vivez à La Réole en Gironde. Vous avez créé un podcast qui s'appelle Nouvel Œil. Vous avez décidé de tourner le dos à un monde de surconsommation et vous prenez la sobriété. Toute votre réflexion, tout votre mode de vie s'appuie sur ce dont on a vraiment besoin ou pas besoin. Justine Duval, bienvenue à vous. Vous avez 21 ans, vous êtes en 3e année à Polytechnique, vous êtes originaire de Clermont-Ferrand. L'urgence climatique vous effraie beaucoup. Vous faites partie de ces jeunes pris de ce qu'on appelle d'éco-anxiété. Vous avez du mal à vous projeter et vous en voulez aux responsables politiques. Ils vous répondront dans un instant. Sacha, bienvenue. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en sécurité internationale. Face à l'urgence climatique, vous avez choisi d'être dans l'action, dans la résistance et même dans la désobéissance civile. Vous avez par exemple accompagné Alizée, cette militante qui s'est enchaînée au filet du court central en pleine demi-finale de Roland-Garros. Il y a quelques jours, vous étiez en pleine action, vous aussi. On regarde vos images et on en parle avec vous juste après. Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 22 ans et j'ai rejoint la campagne de résistance civile Dernière Rénovation en février et j'ai ensuite participé à mes premières actions de blocage en avril. C'est pas la police, on va pas attendre la police là. Arrêtez, non, il faut pas le toucher, c'est la police. Ça va pas, non. Si j'ai décidé d'entrer en résistance civile, c'est parce que je pense sincèrement qu'on peut encore changer la situation. Il faut juste se bouger vite et maintenant, il faut faire réagir le gouvernement. Et du coup, j'en appelle au gouvernement et aux députés de commencer par la rénovation énergétique des bâtiments. Aux députés et aux sénateurs, merci beaucoup pour ces images. Qu'est-ce qui vous a fait basculer, vous, dans ce militantisme très actif ? Je crois que vos actions sont quasi quotidiennes. Oui, bonjour. Juste le gilet, c'est pas parce que ça m'amuse, c'est que je reviens d'une action qu'on vient de donner devant l'Assemblée nationale aujourd'hui en ce jour d'investiture. Voilà. Et du coup, ce qui m'a fait vouloir m'engager, c'est qu'en fait, j'avais tout essayé et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment peur de ce qui va nous arriver et j'ai pas le temps en fait d'essayer encore des nouvelles solutions. Il y a que celle-ci en laquelle je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir du changement, il faut qu'on aille le provoquer et il faut qu'on aille vraiment demander aux concernés de réaliser nos demandes. Vous dites que vous avez tout essayé, c'est-à-dire vous avez essayé les manifs de temps en temps, vous avez trouvé que c'était pas assez. Qu'est-ce que vous avez essayé exactement ? Après, à chacun son parcours. Moi, j'ai fait des marches pour le climat, je me suis engagée dans des ONG, j'en ai fait mes études un petit peu. Voilà, c'est un sujet qui me parle et qui me concerne parce qu'en fait, c'est pas juste une cause, c'est pas juste un lobby, en fait, c'est notre futur à tous. Et aujourd'hui, si on veut réellement que quelque chose se passe, en fait, il faut passer à l'action et il faut aller demander le changement qu'on attend. Quand vous dites actions, ce sont jusqu'ici des actions non violentes que vous avez menées, je crois. Vous pourriez passer dans des actions plus violentes ? Pour l'instant, la question, non, elle ne se pose pas. On reste dans des actions non violentes. Il n'y a pas besoin, en tout cas aujourd'hui, de passer le cap. J'espère en tout cas que notre demande sera entendue bien avant ça. Et vous vous opposez aux responsables politiques ou vous vous sentez complémentaire de l'action politique ? Vous avez 3 élus aujourd'hui qui vous entendent. Est-ce que vous vous sentez un peu leur ennemi ? Vous leur reprochez des choses ou au contraire, vous êtes d'accord pour dire que des deux côtés, on peut agir ? Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas le temps de se reprocher des choses et il faut juste qu'on soit tous intelligents collectivement pour faire avancer. Donc en fait, moi, je suis que tournée vers le futur. J'ai peur pour mon futur. Je suis encore hyper émotionnelle parce que je viens tout juste de revenir de mon action. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui... Enfin, il faut qu'on avance, il faut faire quelque chose et j'ai pas le temps d'en vouloir, en fait. Faut juste réagir. On entend effectivement votre émotion. Mélanie Vogel, est-ce qu'on peut craindre, est-ce que vous craignez, vous aussi, que du coup, il y ait des actions plus violentes un jour, beaucoup plus violentes que ce que fait Sacha ? C'est pas ça que je crains. Moi, je crains la catastrophe climatique. Ça me fait peur. Le fait qu'il y ait des citoyens et des citoyennes qui se bougent pour faire pression sur les décideurs et décideuses politiques pour qu'on avance, c'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est la source de leur motivation. Donc non, pas du tout.
Et vous, Chantal de Seine, quand vous entendez cette jeune femme qui est encore très émue par l'action qu'elle vient de mener, il y a une urgence, on entend l'urgence dans sa voix. Quand on est au Sénat, qu'on passe par le vote des lois, les passages en commission, enfin, il y a tout un processus qu'on peut trouver lent de l'extérieur, venant de l'extérieur. Est-ce que vous dites que vous êtes encore en phase avec cette jeunesse qui vit une urgence ? Alors, je constate l'émotion, j'entends vos préoccupations et en même temps, je vous trouve très pessimiste. Alors, c'est vrai que on est limité dans le temps, mais vous ne croyez pas, vous ne croyez plus dans l'intelligence des hommes. Et alors des hommes en général. Et je trouve qu'il y a une forme de pessimisme et d'abandon, même si vous menez des actions. Vous disiez que vous étiez devant l'Assemblée nationale pour l'installation de l'Assemblée aujourd'hui. Mais la représentation nationale, l'Assemblée nationale, c'est nous qui élisons nos députés. Donc le lobbying, il faut le faire avant. Vous pensez que je crois pas qu'il y a encore une possibilité d'agir? Vous pensez que je serais allée me gluer la main devant l'Assemblée nationale si je pensais vraiment qu'il y avait rien à faire? En fait, non. Bah oui, mais donc du coup, bien sûr qu'on croit qu'il y a de l'espoir, mais juste il faut le provoquer, il faut aller le charger. Aujourd'hui, le vote, ça marche pas, on a tout essayé. Vous avez la responsabilité de protéger les citoyens et les citoyennes que nous sommes aujourd'hui, peu importe votre parti politique, peu importe les lobbies qu'on a beau faire avant. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir entre les mains. Nous, aujourd'hui, tout ce qui me reste, c'est de me gluer sur le putain de palais de l'Assemblée nationale, c'est ça ce qui me reste en fait. Donc s'il vous plaît, juste, on s'en fiche des lobbies ou de partis politiques que vous représentez. Juste, il faut faire quelque chose parce qu'on est désespéré et qu'on a vraiment super peur. Désespéré, le vote, ça marche pas, Jean Ingray. C'est très fort ce que nous dit Sacha. Oui, non, mais je comprends tout à fait que cette jeune femme puisse être désespérée. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Moi, je suis jeune sénateur, je suis pas comptable, entre guillemets, de ce qui a été fait par le passé. Mais je pense que vous pouvez Mais compter... qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour, ne serait-ce que la rassurer un peu, lui dire que vous êtes dans l'action, que peut-être... avec les écologistes. Sur la Jean Ingray va voter écolo. Tu m'as dit que j'étais ton adversaire il y a quelques instants. Moi, je pense plutôt que nous sommes compagnons de route. C'est que nous avons tous en charge... Voilà, que nous avons tous en charge, justement, la réussite. Et tu sais quand même, et je pense que voilà, au Sénat, c'est quand même le consensus aussi au bout d'un moment, et que quand les idées sont bonnes, on peut les prendre de n'importe où. Quand il y a une urgence, on peut très bien tous se mettre d'accord. Après, on peut regretter, par exemple, lors du dernier quinquennat, que la loi, par exemple, qui avait été portée par Brune Poirson, ne soit appliquée qu'en 2040, ce que ça soit sur les sachets plastiques. Mais c'est exactement cette lenteur qui vous est reprochée. On entend l'émotion de Sacha, d'ailleurs, elle est plutôt en train de pleurer, et nous sommes en train de sourire en plateau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, là ? Elle exprime une urgence, elle exprime quelque chose. Est-ce que vous vous sentez en phase avec ça ? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir répondre à son attente ? Bon, on va voir déjà ce que nous propose le gouvernement. Je pense aussi que le gouvernement donne l'impulsion. On va voir. Moi, ce que je dis depuis tout à l'heure, j'ai entre guillemets dit avec un brin de malice à l'intervenant précédent que ça faisait 1 mandat, 2 mandats, voire plus qu'on attendait aussi. Ça fait 20 ans qu'on a eu le discours de Jacques Chirac sur la maison brûle et rien ne s'est quasiment passé depuis. Donc au bout d'un moment, il nous appartient, mais il aussi appartient à la population. Je pense que l'éclatement de la vie politique permet aussi à ce que la population puisse porter des messages différents que ce qui a été fait par le passé. Quand vous n'avez qu'une seule voix à l'Assemblée nationale, je pense que ça limite, entre guillemets, les échos et les voix différentes qui peuvent s'élever dans la société. Et qu'on aura, je l'espère en tout cas, que ça soit au niveau des défis climatiques et écologiques, qu'on va porter des décisions collectives et qu'on ne sera pas toute seule et que cette jeune femme ne sera pas toute seule devant l'Assemblée nationale en train de s'engluer au palais. Sacha, vous avez envie de réagir ? Vous êtes un tout petit peu rassuré ou pas du tout ? Tant qu'il n'y aura pas d'action et de réelles lois qui vont passer et qui vont garantir qu'on aura un avenir viable, non, je ne serai pas rassurée. Ce soir, je vais aller me coucher et il n'y a rien qui se sera passé. Mais j'entends ce que vous dites, mais des paroles sur un plateau, moi, j'en connais depuis longtemps. Donc, merci pour ce que vous dites, mais on attend de voir, quoi. Victoria Guillaumont, je vais me tourner vers vous. N'hésitez pas, Sacha, si vous avez aussi envie d'intervenir dans la suite de l'émission, et tous et toutes d'ailleurs, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Victoria Guillaumont, vous, de votre côté, vous prenez la sobriété au maximum. Concrètement, ça signifie quoi ? Acheter le strict nécessaire, vivre avec peu, seulement de la seconde main, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vivre avec l'essentiel. Donc moi, ce que dit Sacha et la colère que ressent Sacha, je la partage énormément. Mais j'ai vite compris qu'elle m'atteignait plus qu'autre chose finalement et qu'elle n'était pas constructive. Et que vivre avec cette colère, cette anxiété, ça me minait et ça me ruinait de l'intérieur. Et que derrière, je n'avais pas assez d'énergie finalement pour être dans l'action. Et donc finalement, j'essaie de mettre justement un petit peu de joie au milieu de cette lutte-là. Parce que à chaque fois qu'on parle de climat et qu'on est dans cette
ce combat-là, c'est vrai que c'est très anxiogène, très pessimiste, et on met beaucoup les gens contre nous. Et moi, j'ai envie de rendre cette lutte joyeuse parce qu'elle nous concerne tous. Et en fait, pour moi, la base de ce problème climatique, c'est que les sociétés occidentales sont en crise du fait même de leur développement. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut repenser. Et Mélanie Vogel le disait très bien. C'est un problème systémique, en fait, qui concerne tout le monde. Et donc, il faut déjà commencer par l'incarner, je pense. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc, alors, comment concrètement incarnez-vous cette sobriété? Qu'est-ce que, si des gens nous écoutent, et j'espère qu'il y en a quand même, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Absolument. Alors déjà, j'achète plus rien de neuf depuis plus de 2 ans. Donc je vais dans le grenier de ma mamie pour récupérer de vieux vêtements que soit elle pouvait mettre, soit ma maman pouvait mettre, soit des vieux tissus. Et puis après, avec elle, on coud des jupes, etc. Donc c'est aussi un merveilleux moyen pour renouer du lien avec sa famille. Je cultive mon propre potager là depuis cette année. Je m'y suis mise et c'est juste une source de bonheur incroyable que de remettre les mains dans la terre, de voir ces courgettes pousser, d'après pouvoir les manger. Et en fait, on se rend compte de tout le cheminement qu'il y a derrière. Ça nous apporte aussi un nouveau lien à la terre, de voir comment les fruits et légumes peuvent grandir, de pas juste aller les acheter en grande surface. Donc ça, c'est une deuxième façon. Et puis après, je la mets aussi... on va dire de façon plus pratique dans mon quotidien, que ce soit dans mes relations. En fait, j'ai compris aussi que j'avais tendance à trop m'encombrer de relations avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on nous vend qu'il faut toujours plus de likes, toujours plus de personnes autour de nous pour se sentir soutenus. En fait, juste une petite poignée de personnes, mais qui nous connaît vraiment et qui nous soutient au quotidien, ça aussi, c'est la sobriété. Et ça va être pareil dans mes actions. En fait, c'est vraiment un mode de vie minimaliste qui se traduit de ma façon de consommer, ma façon de vivre, ma façon de pratiquer mes activités au quotidien, de gagner ma vie, etc. Et ça rend beaucoup plus heureux, c'est ça qui est important en fait. C'est que ça donne envie d'agir vers ce sens-là, puisque nous, humainement, ça nous rend beaucoup plus épanouis. Et on l'entend, on le voit chez vous. Jean Ingret, je vous ai vu, vous aviez envie de réagir. C'est vrai qu'on vit dans une société où, encore une fois, il y a plutôt de la pub partout pour nous pousser à consommer. C'est exactement le modèle inverse qu'elle est. En fait, je me permets juste, je ne veux pas parler potager ni vieux chiffon réutilisé. C'était pour rebondir sur ce que disait Sacha avant vous, mademoiselle. Donc je peux comprendre tout à fait ce que vous dites au niveau, oui, les politiques, c'est des belles paroles, on entend des choses. Moi, j'ai juste envie de vous dire que j'étais il y a 2 mois avec ma collègue et amie Laurence Cohen, qui est sénatrice communiste, et que nous étions ensemble au Brésil, notamment pour la forêt amazonienne, mais que nous sommes aussi intervenus sur des sociétés françaises et que nous allons attaquer et porter haut et fort la voix des populations locales qui ont été en train d'être, souillées. Les cours d'eau sont pourris par des sociétés françaises. Les gens sont en train de devenir malades par l'action de sociétés françaises. Donc voilà, il y a des choses concrètes qui se font naturellement dans notre département, dans mon département des Vosges. Mais aussi qu'un parlementaire peut aussi porter la voix et faire des actions concrètes. Voilà, c'est pour ça que je me permettais juste de rebondir sur Sacha. Et cette sobriété joyeuse que nous expose Victoria Guillaumont, dans une société où, encore une fois, on a de la pub partout. Si vous sortez du Sénat, vous voyez des affiches, tout pour nous pousser à consommer. Elle fait exactement le chemin inverse. Là aussi, ça nous amène à repenser notre modèle, repenser nos lois aussi, peut-être. En fait, je crois que là, dans les deux cas, on a vraiment, pour moi, les deux enjeux qu'ont les écologistes, en tout cas pour essayer de faire passer ces messages. Il faut des gens qui dramatisent, parce que la situation est dramatique. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas arriver à expliquer aux gens, écoutez, tout va bien, tiens, un bouquet de fleurs, et puis voilà, parce qu'en fait, la situation est dramatique. Et c'est aussi vrai que si on dit juste aux gens, on va tous mourir, voilà, quoi, c'est pas tellement une énergie. Et donc, il faut arriver à leur dire c'est dramatique, mais il y a un chemin. Il y a un chemin heureux pour s'en sortir. Oui, oui, parce que c'est sinon, à quoi ça sert si l'avenir, c'est être tous dépressifs et puis mourir dans une planète irrespirable. Bon, voilà. Et donc, il faut, en tout cas, c'est ce qu'essayent de faire les écologistes, de combiner cette dramatisation avec de l'espoir, avec un chemin où on peut, en fait, construire ensemble un avenir. Mais est-ce que vous avez l'impression d'y arriver? Parce qu'encore une fois, pardon, mais on entend beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse, voire de déprime. Aujourd'hui, on n'y est pas arrivé, non. Non, mais au-delà des victoires électorales, je veux dire, dans le message que vous portez, on a une jeunesse un peu paniquée, je veux dire, on l'entend quand même. Mais bien sûr, ils ont raison. Et l'éco-anxiété, c'est quoi? C'est pas simplement être inquiet parce qu'il y a une crise climatique. L'éco-anxiété, c'est la combinaison de 2 choses. Voir la crise climatique et voir qu'on fait rien. Et ça, c'est terrible, c'est horrible. Et moi, je le ressens aussi. Et voilà. Et donc, bien sûr qu'ils sont anxieux. On n'est pas arrivé aujourd'hui et on n'a pas beaucoup de temps.
Mais on n'est pas encore arrivé aujourd'hui à avoir une majorité en France qui change le système pour faire... Quand la dernière COP à Glasgow, on a rendu les contributions nationales et le résultat de ça, c'est qu'on ne va pas respecter l'accord de Paris. C'est quand même... Je comprends que des gens qui ont leur âge et qui ne sont pas encore aux responsabilités, qui n'ont pas la capacité de changer ça, se disent mais qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils sont en train de rendre une copie qui dit voilà, en fait, on va aller à plus 3,7 degrés. Et on le sait, hein, c'est écrit, voilà. Mais je veux dire, c'est normal, ça leur fait péter un câble. Ils ont raison. Enfin, je veux dire, comment... C'est ce qu'on entend. Hein. Chantal Decenne, quand vous entendez Victoria Guillaumont qui nous parle de sobriété joyeuse, on a une économie qui est complètement fondée sur la consommation et la production. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ça me parle bien et j'ai envie de dire à Victoria, bravo. Parce que la sobriété, en fait, c'est revenir à des valeurs... voilà, de simplicité. De simplicité qui avait peut-être été un petit peu oubliée, mais donner une deuxième vie aux choses, consommer ce dont on a besoin et ne pas être dans la surconsommation, ne pas se laisser allécher par des publicités qui sont dévastatrices. Moi, je travaille actuellement sur une mission d'information sur le surpoids et l'obésité et on voit bien tous les enjeux sanitaire derrière, mais aussi tout le poids de l'industrie agroalimentaire, de la publicité qui est vraiment... Et les lois, offensive. avec les lois, on ne peut pas changer tout ça ? Alors, oui, sûrement... Pardon, je vous pousse dans vos retranchements, mais vous êtes là pour ça. Mais oui, bien sûr qu'avec la loi, on y arrive. Mais c'est aussi, il me semble, une prise de conscience générale. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les lois qu'on veut, et elles sont appliquées ou pas appliquées, d'ailleurs. Hein. On peut voter toutes les lois que l'on veut. S'il n'y a pas une prise de conscience vraiment de l'ensemble de la population, on n'y arrivera pas. Alors, il y aura... C'est en route, apparemment. Hein, des expériences, des expérimentations isolées, mais il y aura pas. Il faut un mouvement de fond et que tout le monde prenne bien conscience de ces enjeux. Ce mouvement de fond, il est peut-être en train de se mettre en route. Avec vous aussi, Justine Duval. Je me trompe si je vous dis que l'urgence climatique est une obsession et que ça gâche un peu votre vie ? Je ne dirais pas que ça gâche ma vie. C'est vrai que c'est devenu quelque chose de central dans ma vie et j'ai choisi d'en faire un engagement puisque je suis aussi engagée dans le collectif pour un réveil écologique. Je dirais pas non que ça gâche ma vie, c'est quelque chose que je peux pas lutter contre, disons, cette conscience de la crise écologique. Mais donc ça me donne envie de m'engager, donc c'est ce que je fais. Mais en parallèle, pour être honnête, j'ai vraiment peur de l'avenir et il y a plein de questions sur mon avenir auxquelles je suis incapable de répondre. Disons que j'ai beaucoup de mal à me projeter. Ça va jusqu'au fait de ne pas sûr de vouloir des enfants, vous qui, je crois, venez d'une famille nombreuse ? Oui, alors je viens d'une famille, on est trois enfants, et c'est vrai que j'ai remarqué ça assez récemment, il y a quelques mois, quand on me demandait si je voulais des enfants, je répondais sans hésiter oui, parce que bon, voilà, c'est quelque chose une question à laquelle j'avais peut-être pas forcément assez réfléchi, et maintenant, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Je peux pas dire non, mais comme je n'ai pas de base pour fonder ma vie, en fait, pour m'imaginer ma vie. J'ai du mal à répondre à cette question et je me visualise pas pour l'instant avoir des enfants dans la société qui vient. Une réaction, Jean Ingray, à la situation de cette jeune femme qui exprime elle aussi, alors pas une déprime, mais enfin, elle se projette pas, elle ne sait même plus si elle veut des enfants. On l'entend beaucoup ça, c'est quelque chose qu'on commence à entendre très sérieusement venant de cette génération. Bon, écoutez, moi, pour avoir des enfants, je suis mal placé. J'ai une petite fille de 4 ans. Certes, on s'inquiète, entre guillemets, pour son avenir. Je peux comprendre que vous soyez inquiet, mais il faut aussi, je pense, garder de l'espoir en l'avenir de l'homme. Aujourd'hui, on a une émission un peu pessimiste, si je puis me permettre. Certes, il y a un cri d'alarme, il va falloir... C'est pas l'émission qui est pessimiste, hein, c'est la jeunesse qui semble l'être. Et ce ne sont pas c'est pas un épiphénomène. Après, si je puis me permettre, on peut aller dans la rue et voir des jeunes qui sont un peu plus optimistes. Je peux comprendre cette source de pessimisme, mais voilà, moi je pense que c'est une décision collective, que ça soit au niveau français, mais aussi international, et que c'est pas tout seul dans notre coin qu'on va y arriver, mais qu'il faut être force d'exemple, comme vous le faites, mesdemoiselles, avec les différents cas que vous nous avez donnés. Justine Duval, je crois que vous avez une question pour les élus. Oui, je voulais savoir si justement vous vous rendez compte au-delà des risques physiques et matériels qu'en fait le réchauffement climatique engendre, que ce soit sur l'agriculture, etc. Il y a vraiment un enjeu de cette jeunesse qui n'arrive pas à se projeter vers l'avenir et qui
qui veut agir, mais qui a devant elle un monde tellement incertain sur le plan climatique qu'il y a une vraie difficulté. Et ça génère une souffrance, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va mettre le pied demain, quoi. Ça génère une souffrance. Mélanie Vogel, est-ce que les élus, en général d'ailleurs, se rendent compte de la souffrance que génère ce changement climatique ? Ouais, je voudrais d'abord juste répondre à ce qui a été dit avant sur, en fait, chacune et chacun est porteur ou porteuse de solutions, etc. C'est vrai, mais il y a un danger à, disons, faire de ce sujet-là une multiplication de responsabilités individuelles et chacun avec nos petits gestes. Et on fait pipi sous la douche et puis on répare les vêtements de sa grand-mère et puis si chacun fait son petit truc, voilà. Moi, je ne mets pas au même niveau la responsabilité des personnes, des citoyennes qui sont là, et la mienne quand je vote des lois. Sur est-ce que je me rends compte de la souffrance que ça génère ? Oui, alors moi, j'ai pas d'enfants, enfin, je ne suis pas mère d'enfants, moi, mais bon, il y a des enfants que j'aime. Autour de vous ? Voilà. Donc, j'ai un peu des enfants, en fait. Je considère qu'ils sont un peu à moi. Mais voilà, mes neveux et nièces, et notamment ma nièce qui m'a dit il n'y a pas longtemps. Donc elle a 6 ans on allait, je revenais d'une manifestation sur le climat et elle me dit pourquoi t'étais où machin, je lui explique et elle me dit mais Tata tu l'as déjà fait l'année dernière. Et en fait je lui disais bah oui et en fait elle me dit mais je comprends pas parce qu'il y a des gens du coup qui sont pas d'accord et en fait moi je sais pas en fait elle me dit mais pourquoi il y a des gens qui veulent faire des trucs à la nature qui la tuent et moi je sais pas lui répondre en fait et je vois bien qu'elle a 6 ans elle se dit mais c'est et c'est pas fini là quand tu leur as dit l'année dernière c'est pas réglé le truc et donc oui je vois et elle a 6 ans et demi et je sais pas dans quel monde elle vivra voilà quand elle en aura 22 et donc ouais je le vois et c'est pas abstrait hein, et c'est difficile d'y répondre hein, c'est difficile d'y moi répondre. Je sais pas toujours quoi lui répondre à part tata et ça y est voilà. Chantal Decenne, comment répondre à ça ouais. Comment répondre à ça alors l'inquiétude, la souffrance que vous représentez, l'inquiétude de plus en plus généralisée de la jeunesse, je l'entends et je la comprends. Mais je me pose une question quand même, parce que moi je crois à l'intelligence des hommes et des femmes. Et des femmes, bien sûr, mais quand je dis les hommes, ça englobe... C'est l'humain, voilà, humain. Les hommes et les femmes. Mais je crois en l'intelligence des hommes et femmes pour trouver des solutions. Alors vous allez me dire, c'est à petite échelle. Mais quand on regarde, par exemple, sur l'isolation ou sur l'amélioration de la qualité énergétique des bâtiments, alors moi je suis ni ingénieur ni technicien, je ne sais pas du tout comment on fait une chaudière à condensation et peu m'importe. Mais ça permet d'économiser de 25 à 30% du gaz consommé. Enfin, ça c'est des progrès qui sont concrets. Alors bien sûr, c'est qui vous permettent de rester optimiste et de donner des... Et voilà, parce que moi j'ai une forme d'espoir dans l'humain et... Oui, les solutions existent. Alors, un tout petit mot de Victoria et de Sacha, peut-être, pour conclure l'émission. Victoria, vous aviez envie d'intervenir ? Je crois aussi en l'intelligence collective, mais de quelle intelligence on parle, en fait ? Est-ce que c'est une intelligence pareil, par la technologie, on va arriver à s'en sortir, ou est-ce que c'est une intelligence OK, on a compris qu'en fait, consommer pour consommer, et ce système qui, depuis tout petit, nous vend à la télé, dans les journaux, à l'école, que c'est quand on en aura toujours plus qu'on sera toujours plus heureux. Est-ce que c'est de comprendre l'intelligence ? Est-ce que c'est de comprendre que, non, ça, en fait, c'est mortifère à la fois pour nous, en tant qu'humains, ça nous épanouit pas du tout, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de burn-out, et qu'en plus, ça puise dans les ressources de notre planète. Donc, est-ce que l'intelligence, et là, je vous pose la question, madame, est-ce que l'intelligence, ce serait pas de revenir justement à cette forme de sobriété, à se dire, oui, en tant qu'humain, de quoi on a besoin pour vivre ? On a besoin de manger, de dormir et d'être entouré de personnes qui nous aiment. C'est tout, c'est les 3 fondamentaux. Très rapidement. Est-ce que cette intelligence, c'est pas elle, finalement ? Alors, très rapidement, parce qu'en fait, vous prêchez une convaincue. Moi, par exemple, sur un plan alimentaire, je ne suis pas végétarienne, mais je ne consomme que des produits bruts. Et je fais encore la cuisine. Voilà. Un petit détour par Sacha, d'abord pour savoir si vous allez mieux en fin d'émission plutôt qu'en début d'émission, parce que vous étiez très ému à la sortie de votre action. Et puis peut-être, est-ce que vous avez un petit peu plus d'espoir à la fin de cette émission ou pas ? Mais j'ai toujours eu de l'espoir. Hein. J'étais beaucoup émue de mon action parce que c'est très important, mais je vous entendais dire...
il y a les pessimistes, il y a les optimistes, comme s'il y avait deux versions d'une même réalité. En fait, aujourd'hui, c'est les faits, c'est le rapport du GIEC. Les 1 milliard de personnes sur les routes dans 10 ans, je ne l'ai pas inventé et je n'ai pas décidé d'avoir la face sombre de la réalité. La réalité, elle devrait être la même pour tout le monde, déjà. Et elle est la même pour tout le monde. Et ensuite, par rapport à l'intelligence collective, je vous entends parler de petits pas, de petites mesures à votre échelle, mais aujourd'hui, j'ai l'impression... Enfin, si aujourd'hui on est invité, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes sénateur et sénatrice, et donc quand je vous entends dire, oui, je suis partisane de ce mode, moi, je mange que des produits bruts, mais en fait, aujourd'hui, là, vous êtes invité en tant que sénatrice, vous représentez le peuple, et si aujourd'hui, cette intelligence collective, vous ne l'incarnez pas, il y aura personne d'autre pour le faire. Vous êtes l'espoir qu'on a aujourd'hui de pouvoir changer la donne, et dans 5 ans, ça sera trop tard. Et aujourd'hui, je pense que vous représentez pas juste des citoyens lambda qui mangent des produits bruts et qui, pour reprendre l'exemple, font pipi sous la douche. Vous êtes les responsables, vous êtes ceux en qui on a mis notre confiance. Et donc, du coup, voilà. Et on s'arrêtera sur cette idée de lourde responsabilité qui repose sur vos épaules. Voilà le message de cette jeunesse qu'on a entendu aujourd'hui. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir joué le jeu de l'échange. Merci à vous d'avoir témoigné, de nous avoir livré vos vies, vos parcours et vos émotions. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez retrouver l'émission, sachez qu'elle est disponible en replay sur notre site publicsena.fr, mais aussi sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Public Sénat. Et la musique de fin, on la mettra.